Déconfinement, oui. Cinéma, oui. Oui, 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 oui. Bonjour. Eh bien le bonjour, bonsoir, c'est Alexem et bienvenue dans cette vidéo spéciale à mode vlog. Et voilà, je sais qu'il y a un fort raccord parce que je suis allé chercher le petit papier. Et le petit papier pourquoi? Pour parler cinéma. Donc le 22 juin, comme a été annoncé par notre cher Premier ministre Édouard Philippe, les cinémas vont donc pouvoir réouvrir avec tout un autre d'autres secteurs d'activité qui vont pouvoir réouvrir, les bars, les restaurants, les théâtres, les salles de spectacle, etc. Alors bien sûr la liste n'est pas exhaustive, mais c'était quand même pour citer quelques titres qui méritaient je pense un certain coup d'œil, comme par exemple La Communion de Jan Komasa. C'est l'histoire d'un jeune délinquant repris de justice qui va donc mentir à tout le monde pour devenir prêtre dans un village purement conservateur et qui va faire beaucoup, pas polémique, mais disons que ça va déclencher beaucoup d'événements un peu impromptus. Pourquoi pas après tout, donc je pense que ça peut être très profond sur un film sur le pardon, la religion, sur un film très porté sur un village conservateur, je pense que ça peut être assez un film coup de poing, donc pourquoi pas après tout. Voilà, n'importe quoi. Alors, j'en ai foutu sur la feuille, voilà. Ensuite, L'ombre de Staline de Agnieszka Holland, donc un film sur un reporter qui a déjà interviewé Hitler avant son ascension au pouvoir en 1933, et qui là est parti pour interviewer Staline, mais qui va de fil en aiguille découvrir tout à propos, toute une machination autour de l'Ukraine et sur les vices cachés, enfin pas sur les vices cachés, mais sur tous les complots de Staline. Et donc un film sur les fake news, souvent, enfin les fake news sur la propagande. Donc dans l'ère actuelle, c'est assez bien vu, pertinent, voilà, je cherchais le mot. Ensuite, il y a Vivarium de Lockhart Finnegan avec Jesse Eisenberg et Imogen Potts. Alors, je n'ai vu aucune bonne annonce, mais le pitch et surtout l'affiche, moi, m'ont beaucoup intrigué parce que c'est l'histoire justement d'un couple achète une maison et ok, ça commence à tourner un peu en thriller, un peu psychologique, justement sur le fond d'une société, notre société justement, sur la société qui impose des codes, qui imposent une ligne de conduite à suivre dans la vie. Et pourquoi pas, je pense que ça peut être assez intéressant dans l'ère actuelle justement où on dit il faut faire ci, il faut faire ça dans la vie pour être heureux, il faut faire ci, il faut faire ça. Je dis pourquoi pas et je dis celui-là je vais foncer s'il passe dans mon ciné, malgré le fait qu'ils sont déjà tombés en téléchargement, VOD, machin, tant pis, c'est pas grave. Donc ensuite il y a Radioactive de Marjane Satrapi qui est donc la réalisatrice de Persepolis et de The Voices, deux films que je n'ai malheureusement pas pris le temps de regarder pendant le confinement, pourtant j'avais largement le temps. Donc Radioactive qui est donc sur un film sur la vie de Marie Curie, aussi un peu sur la vie de Pierre Curie, mais sur la découverte de la radioactivité justement nucléaire, tout ce que ça va engendrer. Donc je pense que ça peut être un film très ludique et un peu éducatif, mais surtout intéressant en plus au niveau de l'interprétation de Rosamund Pike, qui est une très bonne actrice, et puis surtout le fait que ce soit Marjane Satrapi qui est une femme qui bosse beaucoup le visuel de ses films, donc pourquoi pas après tout. Donc je suis curieux, donc si il ressort dans mon cinéma, j'irai le mater avec grand plaisir, parce que ça faisait partie des films que j'ai un peu regretté d'avoir loupé. Ensuite, Une sirène à Paris de Mathias Melzieu, qui est le réalisateur de Jack et la mécanique du cœur, qui est un film d'animation, et j'explique ça parce que ça a vraiment son importance pour la suite, au même titre que Radioactive de Marjane Satrapi. C'est que là, pour le coup, il y a un véritable mélange des genres, d'un côté fantastico-réel, sur un homme, un crooner qui est joué par Nicolas Duvauchel, qui est un gars qui a connu trop de peine de cœur, qui a le cœur, mais qui est un peu mort, enfin en sens figuré du terme, et qui va trouver une sirène. Et les sirènes ont pour habitude justement que dès lors qu'elles croisent un homme, les hommes tombent éperdument amoureux d'elle, et donc du coup ce qui fait que leur cœur explose. Et donc c'est vraiment intéressant cette différence entre le crooner qui ne croit plus en l'amour et l'autre qui recherche l'amour mais qui ne peut pas, et ça a l'air vraiment touchant, rien que dans la bande-annonce. Un coup c'est intimiste, réaliste, avec des couleurs assez chaudes, pour ensuite que ce soit contrasté avec l'arrivée de la sirène Lily. Donc si après le coronavirus qui s'est mangé en pleine tronche, j'espère sincèrement qu'il pourrait avoir pas mal d'entrées, en tout cas s'il passe dans mon ciné, j'espère, putain de merde, une proposition alléchante d'un cinéma français fantastique comme ça, moi je dis oui. Et donc enfin pour terminer la saison des reprises, le dernier que je trouve vraiment plus intéressant, c'est De Gaulle de Gabriel Le Baumin. Donc l'histoire du général de Gaulle quelques mois avant qu'il fasse l'appel du 18 juin 1940, et c'est un film
vraiment très intéressant qui porte non seulement sur l'homme mais aussi la femme, à Yvonne de Gaulle, et surtout l'importance qu'ont eu les deux l'un sur l'autre. Donc ce qui fait qu'on va suivre à un moment donné deux histoires, mais qu'il va y avoir surtout beaucoup de moments intimistes et beaucoup de moments de remise en question, et surtout de moments où le général de Gaulle va s'affirmer pour devenir l'homme qu'il est devenu jusqu'à l'appel du 18 juin, ce qu'il a façonné. Lambert Wilson, il est vraiment bon, surtout avec toute la manière de jouer le lyrisme du général de Gaulle, et puis Isabelle Carré en Yvonne qui est qui est un personnage fort et attachant. Donc celui-là je vous le conseille assez, il est vraiment intéressant. J'ai peur, parce que l'eau elle est un peu glacée. Voilà, donc attention. Mes couilles. Voilà, je me mets bien, voilà, c'est bon. Voilà, j'ai mon pénis qui est en train de se rétrécir, mais c'est pas grave. Bref, donc maintenant on va parler des films qui vont sortir en juillet, et il y a quand même quelques bonnes petites propositions. En tout cas, le 1er juillet, donc Jumbo de Zoé Whittock. Et si c'est Whittock, c'est pas du toc. Jumbo de Zoé Whittock avec Noémie Merlan, qui est une actrice qui a joué dans Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, qui est un beau film que je vous recommande. Mais surtout, ça a permis de démontrer le talent de Noémie Merlan, et qui là, pour le coup, j'ai envie de suivre cette actrice un peu plus sérieusement. Dans Jumbo, elle joue une jeune femme qui va être gardienne de nuit dans un parc d'attractions, et qui va tomber littéralement amoureuse d'une attraction en particulier, le Jumbo, enfin une attraction qu'elle va nommer le Jumbo. Mais c'est un peu le point de départ du film de l'objectophilie. C'est comme la mécanophilie, mais sauf que là c'est pour les objets. Un sujet comme ça, c'est pas tous les jours que t'en vois, et puis surtout qui va être traité d'une manière un peu plus vraiment sérieuse, pas pour juger le personnage, pour montrer cette perte de repères qu'on a dans notre société. Intéressant, parce que aussi visuellement, il est vraiment assez beau, vraiment au niveau de l'esthétisme, au niveau des lumières, de l'étalonnage. Vraiment, ça va être un film, ça va être vraiment un beau film. Aussi toute cette histoire de se faire accepter socialement quand t'es quelqu'un un peu d'étrange, un peu de renfermé, timide, et que tu dois faire accepter ta bizarrerie. Déjà, proposition de casting excellent, réal qui a l'air s'annonce vraiment excellente, et l'histoire vraiment intrigante et qui peut être un peu attachant, limite un peu tragique. Et puis voilà, comme je dis, proposition française, voilà, moi je dis oui. Ensuite, le 8 juillet va sortir Tout simplement noir de Jean-Pascal Zadi et de John Wax. Jean-Pascal Zadi qui va donc jouer un acteur raté de 40 ans, qui va lancer une marche des Noirs pour montrer la fierté de la race noire. Et pour se faire aider, il va faire appel à des nombreuses célébrités, que ce soit Eric Judor ou Ramzi Bedia ou même Mathieu Kassovitz. Donc toutes ces célébrités ont des personnalités complètement hétéroclites, et que ça amène à des situations complètement absurdes. Et il y a des situations moi qui m'ont fait absolument rire, justement le passage de Mathieu Kassovitz. C'est pas un noir ça. Je vous demande l'Afrique, vous me ramenez Montreuil. Mais un peu de maturité, c'est tout. Ah, ça va. C'est pas le rappeur préféré des collégiens qui va me donner des leçons de rap. Voilà, c'est parfait, c'est génial. Donc un film comme ça qui a l'air de bonne intention, qui a l'air vraiment sympathique, pas prise de tête, mais en même temps assez qui touche du doigt certains thèmes, et surtout avec les célébrités qui s'auto-parodient, moi je dis oui. Encore une fois, moi je dis oui. Le mec, il invente pas des termes, il se renouvelle pas quoi. Le mec, il est toujours dans son truc. Alors ensuite, c'est un film. Normalement, il était marqué pour juillet, mais j'ai cru lire qu'il sortait pour septembre, mais je suis pas sûr. C'est Enragé de Derek Bort. Parce que c'est l'histoire d'une jeune femme qui est avec son fils durant des bouchons, et à un moment donné, elle va klaxonner à quelqu'un qui est juste devant elle, qui avance pas, et du coup, elle va le dépasser, elle va le klaxonner, et l'homme qui était dans la bagnole, bah, c'est Russell Crowe. Et Russell Crowe dans le film, faut pas le faire chier. Parce que quand t'as Gladiator qui t'a dans le viseur, tu te fais tout penaud. Et donc le personnage de Russell Crowe finit par retrouver la jeune femme dans d'autres bouchons, il lui demande juste de s'excuser, et à un moment donné ça va commencer à se transformer bizarrement, l'homme va se montrer vraiment étrange, va vraiment se montrer envahissant, donc la femme va à nouveau l'envoyer chier, et c'est le début de grosses emmerdes en tout genre. Et quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai été sur le cul, parce que tu vois toutes les proportions que ça prend juste parce qu'elle a pas dit pardon, parce qu'elle a klaxonné, parce qu'elle a pas dit pardon. Russell Crowe, c'est littéralement ça, c'est une espèce d'adaptation à la Killing Joke, enfin l'adage de Killing Joke, une seule mauvaise journée. Voilà, et je trouve ça hyper... Putain, mais je trouve ça dingo comme film, j'ai pas vu le film, mais j'ai vu la bande-annonce, et je trouve ça, mais... je sais pas pourquoi d'un seul coup ce film m'a mis une claque dans la tronche rien que dans un bande-annonce, de voir le mec faire tout ça juste parce qu'elle a pas dit pardon quoi. Et ensuite le 22 juillet, Mulan de Niki Caro. Et donc ce qui est effectivement intéressant avec ce remake live, bah, c'est
toutes les différences qu'ils vont pouvoir faire parce qu'ils n'avaient pas les droits sur tous les personnages, ils n'avaient pas forcément les droits sur la chanson. C'est compliqué parce que Jeffrey Katzenberg s'était barré avec les droits, certains droits du film. Donc le personnage de Mushu, out, hein, il est pas dedans. Les chorégraphies ont vraiment l'air excellentes pour le coup. Bon, même si tu te dis que le cinéma asiatique fait ça de base depuis comment tout le message va passer dans l'ère moderne alors que le film de base était ultra moderne, donc le dessin animé était déjà moderne à l'époque, donc je me demande comment tu peux faire plus moderne que ça, parce que je vois pas comment tu peux faire en fait, je me demande qu'est-ce que ça peut apporter aujourd'hui au niveau des thématiques, mais moi je dis pourquoi pas, ouais, je suis vraiment intrigué par ce film. Et donc ensuite le 29 juillet, The Climb de Michael Angelo Covino, qui est aussi acteur dans le film, où l'histoire de deux potes qui sont vraiment hyper proches, qui s'entendent super bien, dont l'un va se marier, l'autre le révèle qu'il a couché avec la future mariée. Voilà, bonjour l'ambiance. Et aussi pour le coup, la particularité du film, et c'est ça pour ça que j'en parle, c'est que le film est réalisé par séquence, parce que c'est plusieurs séquences qui sont réalisées justement en plan séquence. Je trouve ça original, je trouve ça assez marrant comme concept, je trouve ça marrant comme histoire, donc pourquoi pas. Et en plus, à la même date, Bob l'éponge, le film Éponge en eau trouble de Tim Hill, qui est le réalisateur d'Alvin et les Chipmunks, qui avait aussi écrit le premier film Bob l'éponge. Donc voilà, il n'y a pas non plus que du négatif dans sa filmo. Donc voilà le troisième film Bob l'éponge avec une animation vraiment jolie qui respecte le design du dessin animé mais qui le remanie à sa sauce pour vraiment faire quelque chose de différent. Donc moi je dis chapeau pour le coup. Donc Bob l'éponge va chercher Gary qui s'est fait escargot nappé, un truc comme ça, je sais plus c'est quoi le terme qu'ils emploient. Ça va être le film qui va être sympathique, convenable, correct, je pense qu'il va être un peu joli, qui va être vraiment joli à voir. Donc je pense que le film va avoir un bon petit succès parce que c'est Bob l'éponge, une animation, et que c'est en juillet. Donc on verra bien, mais je pense que ça va à peu près bien marcher, faudra pas trop s'inquiéter du film. Parce que même s'il y aurait eu Mulan juste avant, bah, ça va quand même pas trop s'entrechoquer. Mulan va faire ses entrées, Bob l'éponge aussi. Mais il va falloir faire face à l'autre mastodonte, au plus gros truc, au 29 juillet, Tenet de Christopher Nolan. Christopher Nolan, généralement, il a quand même bien cartonné. Aujourd'hui, le nom de Christopher Nolan, c'est quand même bien ancré dans la tête des gens. Voilà, les gens pensent à The Dark Knight, Inception, Dunkerque. Voilà, c'est vraiment le réalisateur qui fait des entrées à lui tout seul. Et en plus, voilà, il y a Robert Pattinson dedans. Je veux voir aucune autre image. Je veux voir le film avec vraiment avec la plus grande surprise qui soit. Je ne veux rien savoir sur ce film. Je pense que ça va être le véritable fer de lance qui va relancer le cinéma au niveau mondial, qui va relancer véritablement la machine du cinéma vraiment en marche, sauf si la deuxième vague, tout ça avec le coronavirus, on n'est pas à l'abri. Mais en tout cas, si les choses restent à l'heure actuelle, Tenet, ça va être un gros événement qu'il faudra suivre. Et donc en août, c'est un peu plus décevant, c'est un peu moins rempli, même s'il y a quelques propositions intéressantes. Là, pour le coup, j'en parle parce que c'est une proposition pour relancer un peu le cinéma avec Wonder Woman 1984 de Patty Jenkins, qui là pour le coup ça m'indiffère un peu complètement. Je veux dire, le film a l'air beau visuellement, ça y a pas de souci, la bande son dans la bande annonce elle est déboîtée, hein. Mais je veux dire au niveau de l'histoire ça a l'air vraiment pas terrible. Et puis en plus faire revenir Trevor quoi, alors qu'il était mort dans le premier, voilà quoi, c'est paye ton scénar quoi. Donc avec Tenet c'est le deuxième gros événement, vraiment ce qu'on attend pour relancer le cinéma, vraiment pour relancer l'économie du cinéma et relancer les gens dans les salles, pour vraiment que ça attire les gens, donc en espérant que ça marche, même si je trouve que le film n'a pas l'air super fou non plus. Ensuite un film que j'avais vu l'abondance qui dure à peine 30 secondes mais qui avait l'air sympa avec l'animation qui avait l'air vraiment chouette, Spices de Guillaume Ivernel qui est le réalisateur de Chasseurs de Dragons. Mais j'ai lu des retours comme quoi qui disaient que ça avait pas l'air ouf avec cette histoire d'agents au caractère opposés qui doivent sauver le monde d'une menace écologique, enfin une menace terroriste écologiste. Au-delà de l'univers visuel qui a l'air vraiment réussi pour le coup, et avec aussi les voix françaises de David Mourier et de Monsieur Poupe qui font les deux personnages principaux. Donc je me dis que ça peut être vraiment une sympathique découverte, même si c'est pas non plus un chef-d'œuvre, un truc à la Zootopie de Disney où là ça envoie mais complètement baladé, où c'est excellentissime. Et puis enfin en août, les Nouveaux Mutants de Joss Whedon. Et bah putain si celui-là il pouvait enfin sortir. Parce que je résume, hein, le film a été tourné en 2017, il devait sortir le 13 avril 2018 pour finalement être décalé le 22 février 2019 pour pouvoir faire quelques reshoots suite aux projections tests qui n'ont pas été non plus excellents, qui disaient que le film était sympa mais qui faisait pas vraiment peur étant donné le sujet d'histoire de mutants qui sont enfermés dans un asile et qui n'arrivent plus à contrôler leur pouvoir. Donc il y a vraiment
un potentiel mais de fou avec ce film, un film dans l'univers X-Men. De base, le pitch ne peut être que bien, et puis on ne sait pas ce qui s'est passé, donc le film a été retardé une nouvelle fois, qui devait sortir le 2 août 2019, pour finalement être décalé le 3 avril 2020, et finalement ils n'ont jamais tourné des reshoots, et puis en plus, donc tout ce décalage pour rien, et en plus, du coup ça s'est mangé en pleine tranche le coronavirus. C'est n'importe quoi. À un moment donné, les mecs de la fosse, vous avez fait n'importe quoi. Donc voilà, je vais pas y revenir dessus parce que j'ai déjà expliqué pourquoi le concept avait l'air génial, puis surtout que ça marque la fin d'un cycle. Quand même, c'est la fin des films mutants X-Men, la saga X-Men initiée par la Fox avant que ce soit racheté par Disney, qui vont donc maintenant faire leur sauce X-Men, leur sauce maintenant. Voilà, mange tes phrases n'importe comment à la Macron. Je pense que ça peut vraiment être très cool, ça peut être très intéressant, et vraiment inédit pour le coup d'exploiter la peur au cinéma avec des mutants, du coup ce qui va rendre le film totalement imprévisible. Donc je me demande vraiment ce que ça vaudra le résultat final, et pour mon avis peut-être un résultat juste ah bah c'était sympa. Je le sens bien le coup arriver, je sens bien arriver ça. Passons au film décalé, mais vraiment décalé. Parce qu'effectivement, il y a quelques films qui ont été décalés vraiment d'un an. Par exemple, Spiral, l'héritage de Saw, de Darren Lynn Bousman, déjà réalisateur sur Saw 2, 3 et 4, qui là a été décalé au 19 mai 2021, et qui s'annonce vraiment intéressant, et qui prend vraiment le temps d'instaurer quelque chose avec les personnages. Rien que dans la bande-annonce, ça prend 30 secondes avant de passer au piège, à l'intrigue et au mystère. Donc ça laisse présager quelque chose de vraiment très intimiste, mais assez porté sur l'humain, chose qui avait cruellement manqué dans les précédents, alors que c'était le cœur de la saga Saw. Mais bon, ça n'empêche pas que la proposition a l'air vraiment intéressante. Et également, dans le même cas de figure, il y a Les Mignons 2, qui a été décalé du 8 juillet 2020 au 7 juillet 2021. Et le décalage s'explique parce que le premier film Les Mignons, qui était sorti en juillet 2015, à peu près dans les mêmes dates, et ça a fait 1 milliard de recettes au box-office et 6,5 millions d'entrées en France. Donc la date de juillet est vraiment importante, elle est vraiment décisive. Donc vraiment, Les Mignons 2, c'est vraiment le cas de figure qui va être assez décisif en 2021, et c'est pour ça qu'ils l'ont décalé. Pareil pour Fast and Furious 9 de Justin Lin, qui a été décalé du 20 mai 2020 au 31 mars 2021. Et là par contre ça s'annonce à vraiment être un gros blockbuster, mais vraiment qui n'a aucun sens, où les lois de la gravité n'ont... On sait pas où est-ce que c'est parti. C'est une histoire d'un frère dont on n'a jamais entendu parler, alors que Dominic Toretto, c'est le gars qui arrête pas de parler de la famille. Donc voilà, Fast and Furious, c'est venu les feux de l'amour. Voilà, t'as Victor Newman qui conduit un cabriolet tuning. Voilà, on pourra pas faire mieux comme image. C'est de la grosse artillerie, et effectivement 2021 ça va commencer à devenir un peu serré, ça va devenir vraiment compliqué de se faire une place, mais les films sont quand même assez décalés, donc on verra bien si ça va porter ses fruits, tous ces décalages, mais on verra bien. Et dans les décalages un peu moins gros, par exemple, il y a Black Widow de Kate Shortland, donc premier film de la phase 4 du MCU, donc une nouvelle ère s'impose, donc pour un premier film, pas féminin, mais premier film pour Black Widow, qui méritait enfin son film, quand même, après tout ce temps. Voilà, Black Widow devait sortir 29 avril, on se disait, voilà, ça pourrait amener doucement les autres plus gros succès de l'année, mais voilà, comme étant donné qu'il sort le 28 octobre maintenant, voilà, ça change un petit peu la donne, et ça a une vraie importance pour la suite, au même titre que Wonder Woman. Et pendant le montage de cette vidéo, il y a le film Peninsula qui devait sortir le 12 août, et j'ai tourné une séquence pour en parler, mais qui a été décalé du 12 août 2020 qui a été décalé au 28 octobre. Voilà, Peninsula qui est la suite de l'excellentissime de la claque phénoménale Le Dernier Train pour Busan, un film sur la lutte des classes politiques, enfin vraiment c'était un des meilleurs films de zombies de l'ère moderne post-Romero. Et voilà, la suite s'annonce mais encore plus acharnée, ça s'annonce encore plus ambitieux en termes de narration et en termes de visuel. Honnêtement, grosse attente et grosse déception de l'avoir vu se décaler, de pas pouvoir le voir tout de suite durant les vacances d'été. C'est pas grave, c'est pour mieux le retrouver par la suite, et surtout à la date du 28 octobre, ça va être l'occasion de se faire une petite frayeur. Et ensuite, le gros mastodonte Mourir peut attendre de Cary Fukunaga, le dernier James Bond de Daniel Craig, qui va sortir le 11 novembre 2020 alors qu'il devait sortir le 8 avril. Mais voilà, grosse atterrie, gros blockbuster, vraiment beaucoup de moyens, un film qui s'annonce ambitieux en termes de spectacle, mais aussi en termes de narration, de mettre James Bond vraiment dans l'ère moderne, avec la question du féminisme, la question de l'intégrisme religieux, la question des armes, et puis également le retour de Christophe Waltz en Blofeld, mais surtout Rami Malek dans le rôle du méchant de cet ultime épisode. Rami Malek qui est juste un acteur phénoménal, et je vous invite encore et toujours à regarder Mr. Robot, qui est une série mais absolument dingo.
Donc bref, grosse attente, et puis surtout qu'au même mois de novembre, 2 semaines plus tard, le plus gros film français de l'année, évidemment, c'était impossible de passer à côté. Kaamelott, le premier volet. Voilà, il y a beaucoup de théories sur le nombre d'entrées que va faire ce film, mais il a bien fait de décaler cette sortie, parce que ce qui compte, ça va être vraiment de pouvoir financer les suites, parce qu'il y a une vraie ambition en termes de visuel, en termes de narration, avec tous ces personnages, avec tous ces arcs narratifs possibles et imaginables, vraiment, où il y a plein de possibilités, mais qui sont juste folles et qui sont vraiment incroyables. Enfin là, on voit vraiment toute l'ambition d'Alexandre Astier depuis le début, depuis qu'il a commencé Kaamelott, la série, et que ça faisait plus de 10 ans qu'on attendait ce film après la fin de la saison 6. Vraiment, ça nous a fait mal de l'attendre, mais comme dirait l'autre... La patience est un plat qui se mange sans sauce. Donc après toute cette petite liste, je vous dis à plus et à la prochaine. Et bon retour au cinéma. Moi, je vais plonger dans ma piscine. Salut! La digue du cul en revenant de Nantes. La digue du cul en revenant de Nantes. De Nantes à Montaigu, la digue, la digue. De Nantes à Montaigu, la digue du cul. La digue du cul, je rencontre une belle. La